Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau rendez-vous d'Air Libre, Fabrice Arfi viendra nous parler des enregistrements de l'affaire Bettencourt. Nejma Brahim, notre journaliste Nejma Brahim, est sur l'Ocean Viking, un bateau qui sauve les migrants en Méditerranée. Et on accueillera le gilet jaune Antoine Boudinet. Bienvenue dans Air Libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Une journaliste de Mediapart a embarqué sur l'Ocean Viking. L'Ocean Viking, c'est ce navire de l'organisation SOS Méditerranée qui porte secours aux embarcations de migrants en détresse. Il est reparti en mer lundi, après 5 mois d'immobilisation en Italie. Notre journaliste Nejma Brahim est à bord. Alors, c'est le début de la mission. Bien sûr, les sauvetages n'ont pas encore commencé, mais à bord, c'est déjà les grands préparatifs. Je suis à bord de l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée, qui a pu quitter le port de Marseille lundi 11 janvier à 9h pour sa toute première rotation de l'année 2021. Rotation un peu particulière puisque, je le rappelle, le navire est resté bloqué 5 mois par les autorités maritimes italiennes, officiellement pour des raisons administratives qui ont contraint l'association à réaliser des travaux d'aménagement sur le navire, mais aussi à installer de nouveaux canaux de sauvetage que l'on peut voir juste ici derrière moi. Ce sont les gros bidons blancs. Ils sont au nombre de 8 et ils permettront d'assurer la sécurité des personnes à bord. Il y a déjà un petit peu de monde à bord de ce navire norvégien puisque les équipes de SOS Méditerranée se composent de 22 personnes, dont une équipe de recherche et de sauvetage, une équipe médicale et une équipe de prise en charge. Tout cela sous la houlette de la coordinatrice des opérations et de son adjoint. Depuis l'embarquement qui a eu lieu donc le 8 janvier pour une grosse partie d'entre nous, il se trouve que les équipes s'activent pour essayer de préparer l'arrivée des migrants qui pourraient être secourus en mer. Donc il y a d'abord un abri qu'ils ont aménagé exclusivement pour les femmes et les enfants, un autre pour les hommes, et puis à proximité immédiate, un cabinet médical qui leur permettra de recevoir des premiers soins non urgents si besoin. Depuis leur arrivée, les équipes se sont également formées aux risques incendies, aux premiers secours ou encore à l'évacuation de personnes par hélicoptère, puisque cela arrive assez régulièrement lors de missions de ce type. Tanguy, qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage, a initié toute une série d'entraînements au nord de la Corse, mardi, toute la journée, de façon à préparer ces équipes avant que le navire ne se dirige vers les côtes libyennes en fin de semaine et que les équipes ne soient confrontées très certainement au réel. Alors j'ai demandé à Tanguy de nous expliquer pourquoi est-ce que ces entraînements étaient aussi importants. Il a accepté de se confier à Mediapart. On écoute. En quoi ont consisté alors les exercices aujourd'hui ? J'ai vu qu'il y avait des mannequins notamment qui étaient jetés à l'eau, qu'il fallait essayer de récupérer le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, nos objectifs, c'était déjà de mettre les bateaux à l'eau et de les récupérer en sécurité. Ensuite, une des bases de nos manœuvres, c'est-à-dire la récupération d'hommes à la mer. Il y a des techniques pour ça. Une autre de mes priorités, c'est d'être sûr que le binôme leader-driver fonctionne de manière fluide et dynamique. Ça, c'est très très important. On a observé au travers des années que plus les gens sont entraînés, et moins ils vont souffrir psychologiquement quand les choses se passent mal. Combien de personnes est-ce que vous pouvez secourir à bord d'un seul semi-rigide ? Je peux traiter plusieurs types de détresse, du coup de un pneumatique jusqu'à un gros bateau bois jusqu'à plein de pneumatiques, on a des procédures pour tout. Après, il y a un moment du sauvetage où on passe à la phase transport et où là, avec mes bateaux principaux, le 1 et le 2 en général, je vais pouvoir déplacer entre 22 et 30 personnes avec le 1 et entre 16 et 20 personnes avec le 2. Et combien dure en moyenne une opération de sauvetage ? Si tout se passe bien, on peut partir sur 1 heure, 1 heure et demie. Et ça peut aller jusqu'à combien de temps ? 12 heures, 13 heures, 16 heures, 18 heures. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et dans quel genre de situation est-ce que ça arrive que ça dure autant de temps ? Est-ce que c'est quand il y a plusieurs opérations qui s'enchaînent ? Soit c'est parce qu'on a plusieurs cibles, soit c'est parce qu'on a des cibles particulières comme les gros bateaux bois où on a déjà vu 900 personnes dans la même embarcation. Du coup là c'est très compliqué et ça prend du temps. Et on retrouvera très vite un reportage de Nejma. Le bateau se dirige désormais vers les côtes libyennes en espérant croiser des embarcations de migrants pour les sauver. Selon les Nations Unies, je vous rappelle, plus de 20 000 d'entre eux, 20 000 sont morts en Méditerranée ces 6 dernières années.
et j'accueille Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Plus besoin de te présenter, Fabrice. C'était le 16 juin 2010, il y a 10 ans, le début sur Mediapart de l'affaire Woerth-Bettencourt. Sarkozy, Woerth, fraude fiscale, les secrets volés de l'affaire Bettencourt, écrivais-tu à l'époque, donc le 16 juin 2010. Alors on va se rafraîchir la mémoire. Dans cette affaire, les protagonistes sont à l'époque des personnalités de premier plan. Il y a d'abord Liliane Bettencourt, l'héritière du groupe L'Oréal à l'époque, une dame âgée de 87 ans, première fortune de France à ce moment-là. Celui aussi qui est alors président de la République, Nicolas Sarkozy, ancien président de l'UMP. Son ministre du Travail, Éric Woerth, ancien trésorier de l'UMP, qui a aussi présidé l'association de financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Un monsieur qui s'appelle Patrice Demestre, alors gestionnaire de la colossale fortune de Liliane Bettencourt. Et puis un autre qui s'appelle François-Marie Bagné, un photographe mondain très proche de Liliane Bettencourt. Alors Fabrice, cette enquête de Mediapart, elle était basée en partie sur des enregistrements réalisés au domicile privé de Liliane Bettencourt, dans la très chic ville de Neuilly-sur-Seine, enregistrements réalisés à son insu par son majordome. Et ton enquête, à ce moment-là, elle a déclenché une crise politique dans la France de Nicolas Sarkozy. Ça nous paraît loin, mais c'est une affaire importante. Vous aviez publié plusieurs articles à l'époque avec Fabrice Lhomme. Ces articles, ils racontaient quoi en quelques secondes ? En fait, il y avait un conflit depuis quelques années déjà entre la fille de Madame Bettencourt et François-Marie Bagné, le dandy scandaleux. La première accusait le second de profiter de la faiblesse de la milliardaire et vieille dame pour lui soutirer beaucoup d'argent. Et puis, pour prouver qu'il y avait de la faiblesse, que certains en abusaient, le majordome de Madame Bettencourt, qui avait aussi travaillé pour son ex-époux, André, qui est mort à la fin de l'année 2007, a décidé de faire quelque chose de déloyal, d'enregistrer des conversations à l'insu de Madame Bettencourt, mais pour la protéger, pour prouver qu'elle était la proie d'un certain nombre d'aigres-fins autour d'elle. Et ce sont ces enregistrements que nous avons récupérés et qui, à côté du cloche-merle en drap de soie, de la bataille familiale, a déclenché un scandale politique, puisqu'on a découvert une fraude fiscale monstrueuse des époux Bettencourt, qui n'était jamais contrôlée par les services de monsieur Éric Woerth, ministre du Budget, dont la femme travaillait à sa demande, d'après les enregistrements pour Madame Bettencourt. On a découvert des questions nouvelles sur le financement de la vie publique avec les micro-partis. On a découvert comment l'Élysée, sous Nicolas Sarkozy, interférait dans des procédures judiciaires. Et on a découvert un certain nombre de questions sur l'avenir de L'Oréal, qui était leader mondial des cosmétiques. C'est tout ça ce que nous avons appelé les secrets volés de l'affaire Bettencourt. Beaucoup de choses en effet, et cette enquête, elle se fonde, donc on l'a dit, sur ces enregistrements. Il disait quoi, ces enregistrements ? On va y revenir, on ne peut pas les réécouter, mais qu'est-ce qu'il disait ? Et pourquoi avoir décidé de les publier à l'époque ? Alors évidemment, une conversation enregistrée dans un cadre privé, normalement, c'est de la vie privée. Oui, mais c'est en réalité plus compliqué que ça, comme toujours, puisqu'il y a des cas d'espèce. Donc le majordome a enregistré pendant 1 an, entre mai 2009 et mai 2010, les conversations d'affaires de Madame Bettencourt avec essentiellement son gestionnaire de fortune que tu as présenté tout à l'heure, Patrice Demestre. Et il y avait à peu près 22 heures de conversation disparates que nous avons écoutées avec Fabrice Lhomme, et nous avons fait dedans le tri en excluant tout ce qu'il relevait de la vie privée de Madame Bettencourt et de tous les protagonistes, pour ne garder que ce que j'ai dit tout à l'heure, les informations d'intérêt général, fraude fiscale, financement de la vie publique, etc., conflit d'intérêts, etc., etc. Et on a d'abord publié une enquête, puis une deuxième, puis une troisième, avec des retranscriptions écrites des enregistrements, et nous étions confrontés à une sorte de vague de démentis du pouvoir politique, d'un certain nombre d'acteurs du dossier. Et face à ce mur des démentis, nous avions pris la décision, avec François Bonnet, qui était rédacteur en chef à Mediapart, et Edoui Plenel, directeur de la publication, de publier les extraits sonores pour démontrer la preuve des éléments que nous avions racontés depuis quelques jours. Et c'est cette décision-là que nous avons prise et assumée, y compris devant les tribunaux. On va revenir à ça, mais justement, quel choix précisément aviez-vous opéré à l'époque quand vous aviez des enregistrements ? C'est-à-dire, c'est quoi ce qui relevait de la vie privée et ce qui relevait d'informations d'intérêt général ? Alors en fait, ce qui relève de la vie privée est déjà cadré un peu par la jurisprudence, et on est très légaliste à Mediapart. Il est évident que les conflits d'intérêts d'un ministre phare du gouvernement, comme M. Woerth, qui, je dois le rappeler, a reconnu les conflits d'intérêts, puisqu'il a
pour sa part, démissionné du poste de trésorier du parti présidentiel qu'il occupait en même temps qu'en étant ministre. Et sa femme a démissionné de ses fonctions auprès de Madame Bettencourt en déclarant au Monde, je cite, « J'avais sous-estimé le conflit d'intérêts ». C'est le titre de son entretien au journal Le Monde en juin 2010. Ça ne relève pas ça de la vie privée. Le financement de la vie publique, ça ne peut pas relever de la vie privée. La fraude fiscale des époux Bettencourt, c'est 12 comptes cachés en Suisse et à Singapour. C'est des centaines de millions d'euros qui ont échappé à la richesse nationale. Donc ça n'est pas la vie privée. Le patrimoine de L'Oréal, qui a des dizaines de milliers d'employés dans le monde avec des petits actionnaires, ça n'est pas la vie privée. Donc tout ce qui relevait d'une forme d'intérêt général, nous l'avons gardé. Tout ce qui relevait des relations intrafamiliales, des considérations des uns sur le petit-fils, sur voilà, la vie intime des uns et des autres, tout ça, nous l'avons totalement exclu du traitement éditorial du journal. Alors cette affaire, évidemment, elle a eu des conséquences politiques, sur Eric Woerth notamment, et aussi des conséquences judiciaire. Vous avez participé finalement à ce qu'il y ait eu un certain nombre de décisions judiciaires. Oui, parce qu'en fait, l'éclatement du volet politique, on va dire, de l'affaire Bettencourt arrive à un moment donné où il y a un procureur à Nanterre, le procureur Philippe Courroy, qui est très proche de l'Élysée et qui, d'après les enregistrements, informe la maison Bettencourt, informe l'Élysée de ce qu'il va faire pour tenter d'étouffer l'affaire. Donc les enregistrements viennent casser cette petite musique-là. Il va y avoir des enquêtes ouvertes, notamment contre Eric Woerth. Des juges vont le mettre en examen et le renvoyer devant un tribunal pour trafic d'influence. Il va être relaxé. Nicolas Sarkozy va être poursuivi un temps aussi pour avoir profiter des largesses présumées de Mme Bettencourt, mais il profitera, et tant mieux pour lui, d'un non-lieu à l'issue de l'instruction. Et puis il y aura toute une phase judiciaire à côté, celle qui nous concerne aujourd'hui, pour obtenir la censure des articles de Mediapart. Alors justement, la diffusion de ces enregistrements, Patrice Demestre et Liliane Bettencourt l'ont attaqué en justice. En 2010, le tribunal de Paris les déboute. Il dit même à l'époque que les retirer équivaudrait à de la censure. Mais 3 ans plus tard, la Cour d'appel de Versailles condamne Mediapart à retirer toute retranscription de ces enregistrements. Résultat, à ce jour encore, 70 articles qui se réfèrent ou qui citent ces enregistrements sur Mediapart sont censurés. Alors, Mediapart avait porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme et la décision est tombée ce matin dans son arrêt. La CEDH a estimé que, on va voir, l'information du public sur ces questions aurait pu se faire autrement qu'en divulguant les enregistrements illicites. La Cour ne voit donc aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions internes. Il n'y a pas eu, dit-elle, violation de l'article 10 de la Convention, c'est-à-dire pas d'atteinte en réalité, en censurant ces articles, à la liberté d'expression. Pas de censure donc, et donc il n'est toujours pas possible aujourd'hui d'entendre ou de retranscrire les extraits. Quelle est ta réaction ? Alors, on n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la décision, mais c'est une décision qui, à titre personnel, et je crois pouvoir le dire au nom du journal, nous désole et même nous attriste pour une raison simple. C'est une défaite pour le droit à l'information. Oui, c'est une défaite pour le droit à l'information et qui vient mettre le doigt sur un certain nombre d'incongruités juridiques. Parce que tu l'as dit, on avait été poursuivi d'abord au civil, on avait gagné en première instance, en appel, on a perdu devant la Cour de cassation et puis il y a eu la censure de la Cour d'appel de Versailles en 2013. Mais le paradoxe, c'est que parallèlement, on a été poursuivi au pénal sur la foi exactement des mêmes articles de loi, les 226-1 et 226-2 du Code pénal. Et devant le tribunal, on a été relaxé en première instance et en appel en disant que notre travail était celui d'intérêt général. La Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui considère que la censure était légitime par l'État français de 70 articles de presse en estimant que oui, c'était une ingérence dans la liberté d'expression, mais c'était une ingérence nécessaire pour protéger la vie privée de Mme Bettencourt et de Patrice Demestre, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, ça ne peut que nous surprendre, dans la mesure où les représentants de Mme Bettencourt sont venus au tribunal quand nous avons été relaxés pour nous dire merci pour le travail que vous avez fourni et merci d'avoir révélé ces preuves qui ont permis de condamner un certain nombre de personnes, dont Patrice Demestre, qui a été condamné à la prison ferme, il n'a même pas fait appel du jugement en 2015 pour avoir dépouillé Mme Bettencourt en profitant de sa faiblesse. Et les enregistrements ont été consacrés par la justice française comme une preuve judiciaire. Donc, nous avons permis de révéler des informations d'intérêt général qui ont eu des conséquences politiques importantes, qui ont permis en partie que des gens qui ont commis des délits soient condamnés. Et paradoxalement, les articles à l'origine de tout ça demeurent encore aujourd'hui inaccessibles aux citoyens. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous dit cette censure, elle est normale. Donc nous, de notre point de vue
de journalistes, évidemment, c'est quelque chose qui est très dur à accepter, même si nous devons en prendre acte. Rapide question, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais lire ces articles ? Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une voie de recours ? Nos avocats sont en train de regarder. Il y a une éventuelle possibilité de saisir la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est encore trop prématuré pour dire si nous avons pris la décision de saisir, quelles sont nos chances de gagner. Voilà, je pense que c'est une bataille à mener, mais vraiment, on peut encore rien annoncer de ce point de vue-là. On poursuivra ça, évidemment. Alors quand même, juste si on ne peut pas les voir, si on ne peut pas les entendre, si on ne peut pas les écouter, ces enregistrements, ils ont quand même constitué la matière d'une pièce de théâtre de Michel Vinavert en 2016, mise en scène au Théâtre de la Colline. Ça s'appelait Bettencourt Boulevard. Vous disiez, Liliane à Lindsay, que vous aviez envie de lui faire un cadeau. Oui, oui. Je pense à 100 millions d'euros. Vous acceptez ? J'en suis heureuse. Défiscalisé naturellement. Il ne faut vraiment pas que ça s'ébruite. reçu d'elle, non. Jamais rien. Ni d'elle, ni d'André. À part les petits gestes habituels. Mais il faut qu'on ne sache pas que nous savions. Au décès de Liliane, vous aurez un procès pour captation d'héritage. Alors Fabrice, on a vu dans cet extrait, dans cette pièce, le personnage de François-Marie Bagné, celui de Nicolas Sarkozy, qui parle des petits cadeaux qu'il a reçus. Le fait que votre travail ait été adopté comme ça au théâtre nous dit quelque part que cette histoire, elle a résonné avec l'époque. Michel Vinavert, il a sous-titré il a appelé Bettencourt Boulevard, il dit que c'est une histoire de la France. En quoi ? Oui, c'est une histoire de la France parce que l'histoire des Bettencourt est une histoire française. Liliane Bettencourt, c'est l'héritière d'Eugène Schuller, le créateur de L'Oréal, qui a été l'un des fondateurs de la Cagoule, le mouvement néo-fasciste. André Bettencourt a commencé dans le camp antisémite. Il s'est racheté une conscience et plus que ça, il est devenu ensuite ministre sous la Ve République et sénateur à plusieurs reprises. Ce sont des personnages qui ont parti lié et avec la droite et avec la gauche. Je rappelle que François Mitterrand, son premier poste officiel, certains disent que c'était d'un emploi fictif, était rédacteur en chef de la revue de L'Oréal qui s'appelait Votre Beauté. Voilà, donc c'est une partie de l'histoire de France qui va ensuite rencontrer, par notamment sa puissance financière monstrueuse, L'Oréal, c'est le leader mondial des cosmétiques, aussi l'histoire d'une présidence de la République, celle de Nicolas Sarkozy. Et Michel Vinavert, qui est un immense dramaturge, un immense auteur, un immense metteur en scène, avait une pièce de théâtre très célèbre qui s'appelle Par-dessus bord. Et malheureusement, il ne faut pas qu'avec cette histoire et cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, par-dessus bord soit la liberté d'informer, qui a pourtant permis de documenter une histoire qui, en effet, est rentrée, je crois, dans les consciences populaires. Merci à toi, Fabrice. Merci. On te lit sur Mediapart et on lit plus particulièrement ce soir ton article Enregistrement Bettencourt, une défaite pour le droit à l'information. On accueille maintenant le gilet jaune, Antoine Boudinet. Antoine et Célia Mebroukine de la rédaction d'Alerte Libre. Bienvenue à tous les deux. Antoine Boudinet, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes gilet jaune, mais aussi depuis juin 2020, vous êtes conseiller municipal de la ville de Bordeaux. Vous avez rejoint la liste anticapitaliste Bordeaux en lutte menée par l'ancien candidat du NPA à la présidentielle, Philippe Poutou. Vous êtes aussi un des mutilés, on le voit sur votre t-shirt des Gilets jaunes, un parmi beaucoup d'autres, on en parlait d'ailleurs il y a 2 jours avec David Dufresne ici. Alors le 8 décembre 2018 précisément, vous avez eu la main arrachée lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux. Depuis, vous vous êtes engagé auprès des mutilés pour l'exemple, c'est votre t-shirt, un groupe de citoyens gravement blessés après des interventions policière en manifestation. Et vous êtes aussi un des personnages de Gilets jaunes, 2 ans après le tout premier documentaire d'Alerte Libre, produit par l'équipe d'Alerte Libre, réalisé par Célia, qui est ici, qui est donc avec nous. Salut Célia. Salut. Ce documentaire, il sera diffusé samedi en accès libre sur YouTube et sur Mediapart. Antoine, vous avez accepté cette proposition d'être dans ce documentaire, qu'on vous suive et qu'on vous embête pendant une journée. Ce documentaire, il mêle votre histoire et celle d'autres Gilets jaunes, on va y revenir. Pourquoi c'était important d'être dans ce documentaire ? Alors, documentaire, moi déjà, il n'y a pas... je pense qu'effectivement, il est important que nous, on puisse, les blessés, s'exprimer directement dans les médias, éviter d'avoir d'autres personnes qui parlent à notre place, en fait. Moi, par exemple, quand je m'exprime,
je m'exprime au nom, en mon nom de mutilés, au nom aussi de mes camarades qui m'ont donné l'accord effectivement de parler. Mais voilà, parce que trop souvent, malheureusement, on essaie de s'exprimer à notre place. À côté de ça, effectivement, l'occasion était très bonne, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que il se trouve que l'un des conseils municipaux que je fais donc tous les mois est tombé pile poil au moment où c'était l'anniversaire de mes 2 ans de main arrachée. Donc on avait prévu de faire une action pour marquer le coup en demandant effectivement un moratoire à monsieur Pierre Urmic contre les LBD et les grenades. Bon, voilà, le moratoire n'a pas fonctionné, mais l'action était intéressante, et donc moi, ça m'avait paru pertinent, effectivement, de vous inviter pour diffuser les images, quoi. Donc voilà, ça a été un plaisir, voilà, de faire cette action avec vous pour filmer derrière. Alors, c'est Célia justement qui a réalisé ce documentaire. Célia, dans ce documentaire 3 parcours de Gilets jaunes, tu avais envie de raconter quoi ? Eh bien, le projet est parti de l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre. Ici, à l'Air Libre, on avait déjà fait une émission un peu anniversaire. Mais on a voulu aller plus loin. On a voulu voir quelle était la variété, la diversité, en fait, des parcours de Gilets jaunes 2 ans après le début de leur lutte. Et c'est pour ça qu'on a choisi 3 personnages dont les parcours sont assez différents. On peut parler de Richard, par exemple, qui est un ancien 68ard, qui est un gilet jaune de la première heure et qui tient encore un rond-point 2 fois par semaine dans la ville de Montpellier. Donc ça, c'est un type de parcours. Ensuite, on a aussi rencontré Anne, qui est une femme gilet jaune qui a lancé un collectif qui s'appelle les Amas jaunes pour mettre en avant le rôle des femmes, en fait, dans ce mouvement. Elle a pris plutôt ses distances sur le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, puisqu'elle l'a trouvé un peu trop violent en interne. Et évidemment, on a aussi Antoine qui lui, donne à voir cette implication politique, comment faire en sorte que les revendications des Gilets jaunes trouvent leur place au sein du débat démocratique. Comment vous avez trouvé justement ce lien entre le mouvement des Gilets jaunes et puis cet engagement dans Bordeaux en lutte, dans la vie municipale ? C'est tout bête, en fait, c'est arrivé par les manifestations, hein. Tout simplement, puisque que ce soit Philippe Poutou ou tous les camarades qui sont sur la liste de Bordeaux en lutte, on passait notre temps en manifestation, on se voyait, on s'était rencontrés, et donc ouais, Bordeaux en lutte, c'est pas tant une liste d'accords d'appareil, même si effectivement il y a ça qui rentre en cause. Moi, je suis ni du NPA ni de la France Insoumise, mais par contre, effectivement, c'était un rassemblement effectivement de camarades qui luttaient au quotidien, au local. Et effectivement, on a voulu garder cette identité, et c'est comme ça qu'on a construit Bordeaux en lutte. C'est vrai qu'on aurait pu... Il y avait eu des propositions pour amener des figures nationales qui n'étaient pas issues de Bordeaux pour donner plus de poids à la liste, mais on a préféré garder plutôt cette identité de militants locaux qui n'est même pas, qui n'est pas partisane, mais transpartisane, quoi. Et donc, pour le coup, moi, ça m'a beaucoup plu. Une liste qui a obtenu 10% des voix, et puis 3 conseillers municipaux à Bordeaux. On va continuer évidemment avec vous, Antoine, mais on va d'abord regarder un petit peu les autres personnages dont Célia, tu parles dans le documentaire. Peut-être Richard, dont on a parlé un petit peu. Richard, ça fait longtemps qu'il lutte, ça fait longtemps qu'il manifeste, et lui, il tient toujours un rond-point à Montpellier, 2 fois par semaine. Regarde. Pour cet ancien 68ard, la lutte de terrain est comme une seconde peau. Bon, allez, les tracts. Qui c'est qui va distribuer? Allez, là, là, oui, je viens. Merci, bon après-midi. J'ai l'impression que depuis 68, on ne fait que perdre. Enfin, j'ai plus que l'impression. On ne fait que perdre. Mais moi, depuis 68, j'ai pas perdu l'espoir que les choses tournent dans le bon sens. Antoine, Richard, il continue 2 fois par semaine à aller sur le rond-point. Il y en a beaucoup comme lui qui continuent comme ça aujourd'hui. Oui, alors franchement, moi je suis toujours très impressionné parce que même moi j'ai du mal à tenir tous les samedis à aller en manifestation. Pourtant j'ai eu pas mal. Lui, c'est 2 fois par semaine. On a des gilets jaunes qui sont... qui ne se laisseront pas, qui vraiment n'abandonneront pas. Mais de toute façon, en fait, je pense que de façon générale, chacun d'entre nous, on n'a pas abandonné. Des fois, on peut avoir des coups de fatigue. Il y a des gens qui viennent moins souvent, d'autres qui ont peut-être tombé gilet jaune mais continué la lutte autrement. Le mouvement des gilets jaunes, il s'est pas arrêté. En fait, il a évolué.
Et en fait, je pense que tant que la colère, elle est là, tant que l'injustice, en fait, elle sera présente, oui, les gens continueront à manifester. Alors que ce soit comme Richard ou que ce soit comme d'autres personnes qui décident de s'engager sur d'autres voies. Mais l'important, effectivement, c'est de continuer de lutter pour une justice sociale et pour plus d'égalité, quoi. Donc c'est ça notre but. Célia. Richard, il dit dans cet extrait qu'il a l'impression qu'on ne fait que perdre. Le on étant les gilets jaunes et en règle générale les personnes qui luttent. Est-ce que vous partagez ce constat ? Je pense qu'il pensait particulièrement aux réponses en fait, gouvernementales qui avaient été... les gilets jaunes avaient été assez déçus finalement des réactions du gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez cette vision des choses ? Alors, ma culture militante ne date que d'il y a 2 ans. Mais justement, en fait, comme beaucoup de gilets jaunes, s'il y a bien un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que on est quand même des militants, pour la plupart, très récents, ce qu'on appelle des primo-militants. Donc on a encore besoin de se former sur pas mal de choses. Et prendre exemple sur des luttes qui, elles, ont réussi à aboutir. Alors effectivement, elles datent d'il y a un peu plus longtemps. C'est vrai que ça, depuis 2 ans, on est dans une démarche de plus en plus répressive, de plus en plus capitaliste, de plus en plus... on va droit dans le mur, très clairement. Mais je pense pas qu'il faille... mais il y a des choses avant. Voilà, c'est ça, il y a eu des choses avant, il y a eu des combats qui ont porté leurs fruits. D'ailleurs, les acquis sociaux pour lesquels on se bat aujourd'hui, on se bat pour les garder, mais c'est parce qu'à un moment, quelqu'un les a... Enfin, il y a des gens qui sont descendus dans la rue pour les gagner, quoi. Donc oui, ça, c'est pas... je peux pas rester dans le fatalisme et me dire que de toute façon tout est foutu, parce que moi avec mon moignon il me reste plus qu'à me rouler en boule par terre et à me tirer une balle, quoi. Donc c'est pas non, il faut continuer à avancer, il faut continuer à se battre. Des victoires, alors des petites victoires, on peut en avoir par-ci par-là. Moi je sais par exemple que là j'ai eu une victoire récente. Alors c'est une petite victoire, mais sur mon combat contre les grenades et les flashballs, on a fait réouvrir une enquête qui avait été classée sans suite par une enquête de l'IGPN, désastreuse cette enquête. Et donc là, une nouvelle instruction va s'ouvrir, ce qui fait qu'une nouvelle enquête va pouvoir être faite. Et l'objectif in fine, quand même, c'est de démontrer que à la fois les grenades explosives sont dangereuses, donc ça devrait pas être trop compliqué, on va y arriver, mais surtout qu'ils étaient au courant, ils l'ont utilisé délibérément en l'ayant interdite, et que en réalité en fait c'est considéré comme une mutilation volontaire, puisque chaque blessé effectivement a été fait en connaissance de cause, en sachant très bien que ça pouvait arriver. Donc forcément voilà. Alors, dans le film, il y a aussi une femme qui s'appelle Anne. Elle a lancé un collectif, de femmes gilets jaunes, qui s'appelle Les Amas jaunes. Elle explique pourquoi dans le documentaire. Alors, c'est le premier rassemblement des Amas jaunes. Donc, c'était le 20 janvier 2019. Ça faisait que 2 mois que le mouvement des gilets jaunes était apparu. Et il y avait eu quand même des accidents graves, des personnes déjà décédées dans les ronds-points. C'est de là qu'est venue l'idée de faire un rassemblement femmes, mais ouvert quand même aux hommes, et déclaré. Sur le rond-point, on s'est rendu compte que c'était majoritairement au départ des femmes qui étaient là, des femmes avec enfants, seules avec enfants, des femmes qui ont un travail mais précaire. Vous voyez, il y a des hommes qui sont... Mais on avait décidé de leur dire de rester un petit peu à l'écart, de se mettre sur le côté... que c'était priorité aux femmes. Il y a un côté, nous aussi on existe, et nous aussi on s'est mis dans le mouvement parce qu'on a des difficultés quotidiennes. Antoine, le rôle des femmes dans ce mouvement, il a été lancé par une femme, Priscilla Ludowski, qui a écrit la première, une pétition. C'est vrai, mais je pense qu'effectivement ce mouvement a remis la question après moi... En tant qu'homme dans le truc, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour m'exprimer, mais je pense qu'effectivement, oui, ça a remis la question de la femme dans la lutte en dehors des luttes féministes, parce que voilà, c'était une problématique qu'il y avait pendant un temps. Maintenant, oui, il y a des initiatives comme celle-là, oui, j'en ai vu beaucoup d'autres dans d'autres villes. Moi, je sais qu'à Bordeaux, effectivement, il y a eu aussi un collectif comme ça qui a été fait. Moi, j'encourage tous ces collectifs en fait qui émergent et qui fonctionnent et qui en fait justement ne sont pas des directives du national, mais au contraire qui émergent toutes seules d'un besoin effectivement. Moi, je les encourage à continuer, à pas abandonner et à essayer effectivement de travailler ensemble. Alors, c'est sûr que quand on a
n'a pas quelqu'un au-dessus de nous pour nous dire ce qu'on doit faire, des fois il y a des frictions, il y a des problèmes d'ego et tout ça. Moi je sais que voilà, dans des collectifs comme ça, il y a eu des soucis. D'ailleurs, Anne, en fait, elle a un peu pris ses distances avec le mouvement à cause de tensions. Elle a été elle-même embêtée par d'autres gilets jaunes. Elle se dit il y avait trop de violence, il y avait trop de tensions sur moi, personnellement. C'est-à-dire qu'il y a une telle détresse sociale chez les gens, chez nous. Enfin, on s'en prend plein la tronche constamment au niveau politique et tout ça. On est dans un tel sentiment d'injustice qu'en fait, des fois, on ne sait même plus sur qui envoyer notre colère. Et des fois, par frustration, effectivement, on va heurter les sentiments d'une camarade qui, au final, n'avait rien demandé, quoi. Et donc, moi, c'est vrai que c'est très dommage. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, dans mon expérience, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des désaccords ponctuels, mais que dans l'ensemble, tant qu'on garde effectivement le même objectif, la même idée de justice et de démocratie, on finit quand même toujours par revenir de toute façon, parce que voilà, on pourra pas s'arrêter de se battre. Tant qu'il y aura des injustices, en fait, tant qu'on n'aura pas eu gain de cause. Donc en attendant, alors après, on peut, des fois, ça fait aussi du bien de prendre un peu ses distances, de se reposer, c'est normal. Moi aussi, je l'ai fait. Vraiment, pour le coup, c'est aussi important de prendre soin de soi, parce que si on est au bord de la dépression, on peut pas aller lutter dans les manifs, c'est pas possible, quoi. Alors, on va revenir sur un moment du documentaire qui est important, qui est ce moment que vous avez un peu évoqué tout à l'heure. C'était ce 8 décembre dernier, au conseil municipal de Bordeaux. Vous avez demandé donc au nouveau maire écologiste, Pierre Urmic, un moratoire sur l'utilisation des armes comme le LBD, les armes sublétales. Vous lui avez demandé une interdiction de ces armes à Bordeaux. Voilà. Et cette séquence aussi, on la voit dans le documentaire. Que l'on soit d'accord ou non avec les multiples revendications portées par le mouvement de Gilets jaunes, il est inadmissible que des manifestants, pacifiques ou non, soient mutilés sur la place Péberlan. Il est inadmissible que leur vie soit mise en danger parce qu'ils, elles, exercent leur droit de s'opposer à une politique qui les précarise et les méprise. Serait-il dès lors envisageable que le maire de Bordeaux s'engage à exiger du gouvernement un moratoire sur l'utilisation et la commercialisation d'armes de 4e catégorie et d'interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou des manifestations? Pourrait-il, même de manière symbolique, décréter lui-même un moratoire et une interdiction en ce sens sur l'ensemble de la commune? Le maire de Bordeaux lui répond et botte en touche. Il n'est pas constitutionnellement dans le rôle d'un maire, on peut peut-être s'en désoler, même en vertu du principe de subsidiarité que vous évoquez, de pouvoir imposer à un État, quel qu'il soit, les modalités d'armement de sa police nationale. Donc vous me trouvez particulièrement, juridiquement, totalement incapable de prendre les positions que vous demandez au maire de Bordeaux de prendre aujourd'hui, si ce n'est faire du spectacle. Ce jour-là, voilà, au conseil municipal, on entend Pierre Urmic vous dire vous faites du spectacle et juste après cette scène, dans le documentaire, il y en a une autre où vous sortez du conseil municipal déçu. Oui, alors déçu, oui. Étonné, comme je dis d'ailleurs dans le documentaire, je ne suis pas étonné par la réponse de Pierre Urmic. C'était celle à laquelle on s'attendait. Il a effectivement joué sur le côté juridique, comme quoi effectivement ce n'est pas de sa prérogative à lui de prendre ce genre de décision. Et on savait très bien qu'en fait, s'il décidait de le prendre, il serait retoqué. Mais parce que ça a déjà été fait par d'autres maires dans d'autres communes. Ça a une valeur symbolique. Voilà, ça a une valeur symbolique et une valeur symbolique très forte quand même. Un maire d'une grande ville comme ça qui se positionne contre ces armes, bon voilà, là, effectivement, bon, c'est pas que c'est un refus, c'est que voilà, comme c'est dit, effectivement, il botte en touche. Bon, voilà, nous on est déçus, évidemment, pas très étonnés quand même, mais l'important c'est que le message quand même et la prise de parole a pu être médiatisé un peu, et du coup ça donne de l'eau dans le moulin de ce combat, quoi. Donc pour nous, oui, peut-être c'est un spectacle, mais en tout cas c'est un spectacle qui mérite d'être vu, quoi, à mon avis. Ouais, ça, on est d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que ce documentaire existe, Célia. Exactement. Et plus largement, juste pour revenir à ton engagement en politique, est-ce que vous avez l'impression, avec tes collègues, de pouvoir porter en fait les revendications des Gilets jaunes au sein de ce conseil municipal, ou est-ce que ça reste compliqué? Est-ce que vous êtes pris au sérieux? Est-ce que vos revendications sont écoutées? Alors moi, ce que je dis dans
documentaire et que je ressigne pour le coup, c'est que je ne me considère pas comme étant un représentant des Gilets jaunes à la mairie. Je suis un gilet jaune à la mairie, c'est pas la même chose. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, quand même, faut bien se rendre compte qu'il est multiple, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne se reconnaîtront pas dans ce que moi je peux dire, dans les revendications que moi je peux avoir, et moi je peux ne pas me reconnaître dans d'autres choses. C'est un mouvement quand même qui est très large, donc là-dessus, voilà, et je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention de dire qu'on est le représentant de telle chose. Maintenant, effectivement, une partie des revendications des Gilets jaunes, moi je les porte, et je les porte je les porte au conseil municipal, je les porte dans mes combats des mutilés, je les porte en fait partout. Donc oui, on essaye de faire entendre cette colère, et surtout de servir un peu de garde-fou, un peu à cette gauche qui n'est pas radicale, quoi. Enfin, nous effectivement, on le sait, hein, on est l'opposition de gauche radicale face à une gauche plus posée, comme elle dit, comme elle aime le dire. Mais je pense qu'on est nécessaire, on leur sert effectivement à ne pas tomber dans le piège de l'embourgeoisement, de se reposer sur ses acquis et de se complaire auprès de la droite. Donc nous, voilà, on est très contents du travail qu'on fait. Et puis bon, après, ça va... Ça dépend. Nous, c'est vrai qu'une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que généralement, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont d'accord avec nous. Sur le principe, ils voudraient pouvoir faire les choses, et au final, ils ne peuvent pas. Alors, c'est une réalité que tout est verrouillé au niveau local. Les élus locaux n'ont que très peu de pouvoir en réalité. Ça, c'est une vérité. Après, il y a des prises de risques qui peuvent être faites. On sait que, par exemple, sur les pesticides, il y a eu des maires qui ont fait des arrêtés contre les pesticides. Bon, c'était pas légal, mais n'empêche qu'ils l'ont fait. Sur la 5G aussi, et Pierre Hermé à Bordeaux, d'ailleurs, il n'a pas fait non plus sur leur sujet le moratoire premier. Voilà, c'est ça. On a eu une proposition de moratoire sur la 5G qui, au final... Ah, on était prêts à le voter, hein. Vraiment, celui-là, on était tout à fait d'accord. Et puis au final, le moratoire s'est changé en une demande d'enquête, puis au final, c'est dilué. Enfin, il a perdu tout son sens face aux revendications de la droite, et du coup, nous, ça ne nous allait plus. Et donc là, tout à coup, on est passé du pour au contre, quoi. Et voilà. Nous, on n'essaye pas... parce que les gens nous reprochent pas mal de voter contre. La vérité, c'est que souvent on s'abstient parce qu'effectivement, des fois, on ne préfère pas juger a priori. Mais c'est surtout que quand on n'est pas d'accord, oui, effectivement, on vote contre. Et parfois, ne pas être d'accord, c'est aussi dire c'est pas mauvais ce que vous faites, mais ça va pas du tout assez loin, et donc on est contre. Voilà. Ça peut Merci beaucoup Antoine Boudinier d'être venu sur le plateau d'LR Libre. On vous voit donc avec d'autres dans le documentaire de Célia Mebroukine, diffusé ce week-end, samedi très précisément sur Mediapart, en accès libre, et aussi sur YouTube. Il s'appelle Gilets jaunes, 2 ans après. Merci à tous les deux, et si vous voulez bien, vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, c'est le moment de vous abonner, et vous pourrez lire une passionnante enquête de Fabien Escalona sur un sujet a priori aride. La dette, faut-il l'accumuler ou l'annuler? La gauche s'interroge. Laurent Mauduit, lui aussi, nous parle de gros sous, en l'occurrence des prêts garantis l'an dernier à 45 très grandes entreprises pour un montant de 15 milliards d'euros. Surprise, la plupart de ces sociétés en ont profité pour gonfler leurs profits. Dans le club, enfin, signalons cet appel à se mobiliser samedi 16 janvier, après-demain, contre la loi sécurité globale, pour le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester, pour le respect de notre vie privée, selon les termes de l'appel à manifester d'une trentaine d'organisations, dont des sociétés de journalistes. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Ce week-end, à part le documentaire de Célia samedi, vous retrouverez nos émissions à contre-courant et Quartier Direct sur la gauche et la sécurité. Merci à l'équipe d'À l'air libre, à notre équipe technique Jimmy Beaufils, Julien Decognac, Pierre Driot, Alexandre Huet, Bastien Prévosto et Stéphane Pruvot. Lundi, vous retrouvez Valentine Auberti. Bon week-end, prenez soin de vous.